Coincée entre Roumanie et Ukraine, la République moldave fait partie de ces pays peu connus, dont on confondrait facilement le nom avec celui de la Moldavie, ce pays imaginaire issu de l'univers de Tintin. Devenue indépendante lors de l'éclatement de l'Union soviétique, dont elle était une république confédérative, la République moldave, à peine indépendante, est vite confrontée à une crise territoriale lorsque sa partie orientale, la Transnistrie, plus industrialisée et plus russophone que le reste du pays, fait sécession. Bien que cette dernière ne jouisse aujourd'hui encore d'aucune reconnaissance internationale, pas même celle de la Russie, elle n'est pas revenue sous le contrôle de l'État moldave, en dépit d'une certaine détente qui permet notamment de circuler à peu près librement entre les deux territoires. Dans le reste du pays, la population rurale est majoritairement roumanophone, même si les avis divergent quant à la désignation correcte de la langue romane qui y est parlée. Beaucoup, généralement favorables à un projet d'union avec la Roumanie, qui ferait ipso facto aussi entrer la République moldave dans l'Union européenne, préfèrent parler de langue roumaine, mais d'autres restent attachés à la dénomination de langue moldave, ce qui recoupe bien souvent des arrière-pensées plus souverainistes. Dans les villes, les russophones sont plus nombreux, et certains d'entre eux ne comprennent pas le roumain, tandis que presque tous les romanophones sont bilingues. Ethniquement, les russophones sont souvent russes, mais ils reflètent aussi la diversité ethnique qui était celle des villes soviétiques. Eux-mêmes, ou leurs ancêtres, ont pu venir d'Ukraine, des pays baltes ou du Caucase. Enfin, au sud du pays, la minorité gagaouze, constituée de chrétiens orthodoxes turcophones, est là pour nous rappeler que la Moldavie fut longtemps une zone tampon entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. C'est sur cette terre de confluence, à Chisinau, capitale de la République moldave, que Yuri Rochka, ancien député et vice-premier ministre de Moldavie, a décidé d'organiser la conférence eurasiatique intitulée « De l'Atlantique au Pacifique pour un destin commun des peuples eurasiatiques ». Parmi les organisateurs, mentionnons aussi le philosophe et géopoliticien russe Alexandre Douguine et le français Emmanuel Leroy. En compagnie de Yuri Rochka et de l'écrivain Hervé Juvin, au second jour de la conférence, ils ont été reçus par le président moldave Igor Dodon dans le cadre d'un déjeuner au palais présidentiel. Une équipe de TV Liberté se trouvait sur place. L'idée de cette conférence est née l'année dernière donc en Roumanie, pas très loin d'ici, dans le cadre d'une pré-conférence internationale déjà, qui réunissait des participants italiens, belges, roumains, français, allemands également, qui ont lancé cette idée à partir du constat qu'il n'y a plus aujourd'hui d'alternative idéologique au système, d'inventer justement une alternative idéologique au système. Et le but que nous nous sommes fixés était de réunir un certain nombre d'intellectuels venant de l'ensemble du continent eurasiatique de manière à travailler sur cette question et faire en quelque sorte, en toute immodestie, faire en quelque sorte lancer les prémices de ce que nous espérons transformer à terme comme un nouveau Davos, un anti-Davos pour être plus précis. L'équilibre du monde nécessite impérativement de retrouver un équilibre idéologique en formulant une opposition, une alternative au système. Et donc c'est en tant que membre du comité Jean Parvulescu que vous avez co-organisé cette nouvelle conférence, cette fois-ci en République moldave à Chisinau. Alors effectivement, donc le comité Jean Parvulescu a été monté l'année dernière dans le cadre de cette première conférence qui avait lieu donc en Roumanie, et c'est pour rendre hommage à ce grand auteur roumain, franco-roumain, qui a beaucoup écrit sur le contexte eurasiatique, pour le définir, pour le formuler, pour l'imaginer. Voilà, donc cette conférence eurasiatique comme l'ébauche de ce qui pourrait devenir un jour une sorte d'anti-Davos. Et il me semble que cette idée a aussi plu au président actuel de la République moldave, Igor Dodon, que vous avez, je crois, rencontré au cours de cette conférence. Nous avons eu effectivement l'honneur d'être invités par la présidence de la République moldave, qui a reçu la délégation composée de Yuri Rochka, d'Alexandre Douguine, de Levan Vassadze, qui était le représentant de la Géorgie, et de votre serviteur. Donc le président Dodon a donné son aval pour que la ville de Chisinau devienne à terme, effectivement, malgré l'absence de montagne dans ce beau pays de Moldavie, devienne effectivement l'anti-Davos pour représenter une alternative, encore une fois, à la pensée unique, et à faire en sorte que ce pays devienne peut-être la tête de pont des pays non alignés qui seraient susceptibles de
contrebalancer encore une fois le camp occidental en présentant une façon de vivre, une façon d'être au monde qui ne soit pas uniquement basée sur le consumérisme et la domination marchande que nous ont imposé les anglo-saxons. Le choix de la Moldavie n'est pas anodin. Vous avez parlé de pays tampons, je dirais plus volontiers pays de confluence. C'est vraiment une zone, on est sur la zone de séparation tectonique de l'Orient et de l'Occident en quelque sorte. Ces pays ont subi au fil des siècles de nombreux mouvements de tous ordres, d'immigration, de guerre, d'avanies diverses, et ce sont des peuples qui ont beaucoup souffert, notamment au cours du dernier siècle. Et il est, je crois, aujourd'hui dans la situation, la Moldavie est un pays qui aujourd'hui peut devenir non pas une zone de conflit, mais au contraire une zone de résolution des conflits. Une zone où justement la Moldavie pourrait être un pont judicieux, de par cette double culture roumaine et russe, être justement le pont, le point d'intersection entre l'Orient et l'Occident, et favoriser la naissance véritable de ce continent eurasiatique qui n'a pas vocation à s'étendre uniquement de Vladivostok à Smolensk ou de Bucarest à Lisbonne. Il est évident qu'il y a une continuité territoriale, que la Moldavie représente en quelque sorte le pont naturel entre ces deux ensembles, et qu'elle est le symbole, ce pays est le symbole de la réunification possible du continent eurasiatique, et faire en sorte ainsi de sortir de l'affrontement, de l'opposition mortelle que les anglo-saxons d'une certaine manière ont créé en favorisant l'hostilité contre le monde orthodoxe d'une manière générale et le monde russe en particulier. En République de Moldova, à cause de notre histoire, une partie des populations croyait que la Russie est l'ennemi extérieur. Ça signifie, si tu es en faveur de réunification avec la Roumanie, tu es anti-russe, russophobe. Et vice-versa. Malheureusement, seulement les Roumains, les roumanophones, peuvent parler aussi en russe. Sauf les Roumains, ou Moldaves si vous voulez, sont bilingues. Les Russes sont monolingues. Il s'agit d'une partie de l'ancienne nation dominante de l'Empire soviétique et tout ça. Mais en tout cas, en République de Moldova, nous n'avons aucun problème interethnique, aucune tension. Pourquoi? Parce que nous sommes 99% orthodoxes. Cette caractéristique religieuse est fondamentale pour comprendre pourquoi la République de Moldova est un pays stable, est un pays relaxé dans la communication des gens de différentes nations ou langues. Quand on parle de la République de sur la situation de la République de Moldova, on doit comprendre que nous avons besoin d'unité nationale, d'équilibre géopolitique, de paix interethnique, des relations parfaites avec la Russie et en même temps avec la Roumanie. J'essaie de souligner en permanence, ni la Roumanie ni la Russie ne sont pas l'ennemi extérieur de la République de Moldova. La Russie, la Moldova et la Roumanie, nous avons seulement une seule ennemi extérieur, corporatocratie, ou l'Empire américain, ou la globalisation, ou le libéralisme totalitariste agressif, dissolvant, qui est dangereux pour les Russes, pour les Moldaves, pour les Roumains en même temps. Il s'agit de cette manière de manipuler les gens par les réseaux médiatiques, par les réseaux politiques, par les ONG, pour provoquer ici les tensions interethniques, pour provoquer les conflits artificiels entre la Roumanie et la République de Moldova, entre la République de Moldova et la Russie, entre la République de Moldova et l'Ukraine. C'est une situation très dangereuse. I think it's a wonderfully managed and planned conference. It is always very refreshing when we come together in smaller groups, because large forums and large congresses have their pluses and minuses. But in a relatively small but intense group of international intellectuals,
the discussion is always deeper and more meaningful than in huge halls with thousands of people. So I profoundly enjoyed participation in the conference, and I'm very grateful to Yuri Roshka, who has invited me, my old friend, to come to Moldova. I was also very sensible to something you said during your contribution here in Chisinau about cities and villages. As you know, France, unfortunately, is very well known of last globally due to the very numerous, frequent declarations of kind of self-proclaimed representative of France, the so-called philosopher Bernard-Henri Lévy, who recently, well, maybe not that recently, maybe 3 years ago or something, at some meeting in Ukraine, declared that Europe equals the love of cities. So I thought that maybe you would have an answer for Mr. Lévy. And to me, what your self-proclaimed philosopher states is very symbolic. I call them Homo urbanicus hedonicus. These are people who are born and raised in the cages of concrete with separated parents and broken hearts since childhood. Maybe they haven't even seen the beauty of French rural tradition, of how the Frenchman makes wine or cheese, or how he sees the beauty of rural France. And to me, urbanization equals destruction of family, destruction of peace of mind, and deurbanization equals being closer to nature, being closer to normality. I'm not saying, I don't want to sound like a fanatical radical, and I understand the beauty of the city. I was born and raised in the capital of Georgia myself, but there is no other place that I have harder time sleeping in than the city, and there is no other place where I want to be with my family than away from the city. So if 20th century was the century of chaotic, aggressive industrialization and urbanization, if we want to prolong the life of humanity, we need to somehow turn 21st century into the reverse vector of deurbanization. We need to re-inhabit our God-given beautiful lands of France and Georgie, and if we don't do it, other people who love land more than we do will inhabit those lands, will multiply, and we will be left hostage to the matrix in which we are living. Si je suis venu ici, c'est parce que depuis de nombreuses années, je poursuis un combat au nom de l'écologie humaine pour la diversité des sociétés qui s'inscrit dans la liberté des peuples et dans la souveraineté des nations. Et à cet égard, je pense que la Moldavie, dont l'identité est à la fois russe et roumaine, la Moldavie qui a un pied en Europe, mais qui a aussi un pied en Russie, est exemplaire du combat pour la souveraineté et de ce plus grand combat pour la diversité des peuples qui, pour moi, ce combat se confond avec le combat pour la survie de l'humanité. Je répète ce que j'ai à plusieurs reprises eu l'occasion d'indiquer et de développer dans un livre, La Grande Séparation, que j'ai publié il y a 3 ans chez Gallimard. Notre monde, l'espèce humaine, la vie, ne survivront pas si nous ne renouons pas avec la diversité des sociétés humaines et avec la diversité des civilisations, sans laquelle il n'y a pas de civilisation. L'uniformisation du monde, sous l'égide de la consommation sans limite, sous l'égide du désir illimité, condamne l'humanité, condamne la vie sur cette planète et condamne le monde tel que nous le voulons. Alors, le thème de cette conférence, comme je le disais, a été le destin commun des peuples eurasiatiques. La conférence rassemblait principalement des penseurs appartenant ou proches du mouvement eurasiste, donc fondé ou refondé par Alexandre Douguine. Hervé Juvin, quelle est votre attitude personnelle, votre position personnelle vis-à-vis de ce mouvement et de cette théorie ?
Je connais peu l'eurasisme. Je sais simplement que l'union de l'Europe de l'Ouest et de l'Est profond de l'Europe jusqu'à l'Asie constituerait, sans coup férir, la première puissance mondiale. Et je partage l'analyse selon laquelle les puissances de la mer, les puissances marchandes qui entendent réduire le monde à un vaste marché, font tout et feront tout pour séparer l'Europe de son Est profond vers l'Asie, pour garder le monopole des relations commerciales et pour garder, pour le dire ainsi, l'empire du monde. C'est à cet égard que je m'intéresse à un mouvement qui, me semble-t-il, doit être lu dans la très longue période. Je partage à cet égard les analyses d'un certain nombre d'auteurs américains. Et je me réfère ici à des déclarations notamment de Steve Bannon, qui n'a pas manqué d'évoquer à plusieurs reprises le fait qu'un axe de civilisation trouvait ses racines à la fois dans Jérusalem, dans Athènes, dans Rome et dans Byzance. C'est à cet égard que l'entente qui est en train de se renouer entre catholiques et orthodoxes m'apparaît absolument essentielle. Une civilisation mondiale nous unit, et elle nous unit probablement au-delà de l'Atlantique et au-delà de l'Oural, cette civilisation qui a en commun Jérusalem, Athènes, Rome et Byzance. Les ressauts de l'histoire nous ont séparés par rapport à l'explosion démographique de l'Afrique, par rapport à la résurrection violente de l'islam, par rapport à la montée en puissance du panasiatisme, qui est peut-être la plus surmenace que nous aurons affrontée dans les années à venir. Je suis persuadé que l'axe de civilisation qui va de Jérusalem à Byzance mérite d'être reconsidéré pour ce qu'il est, un faisceau de valeurs, un faisceau de relations humaines, un faisceau de modes d'être qui nous unit au-delà de toutes les divisions que la géopolitique superficielle du siècle passé a pu créer. Autre passage de votre contribution qui m'a particulièrement frappé, c'est le moment où vous avez parlé de la nécessité impérieuse d'identifier l'ennemi. Alors justement, en confrontant les diverses contributions qu'on a pu écouter au cours de cette conférence, on se rend compte qu'en règle générale, les penseurs de sensibilité eurasiste, ont tendance à désigner plutôt le monde anglo-saxon du doigt. Il faut être très clair. S'il faut désigner l'ennemi, ça n'est sûrement pas le peuple russe. Ne le confondons pas avec le communisme. L'ennemi, ce n'est pas davantage le peuple américain. Le coup d'État rampant qui a eu lieu à Washington par une secte mondialiste qui s'est emparée des institutions américaines et qui gangrène le deep state américain n'a rien à voir avec le peuple américain. Le mondialisme nous conduit à l'épuisement des ressources, à la fin de la vie telle que nous la connaissons, et à une menace pour la survie de l'humanité dans très peu de décennies. Je crois qu'il faut sérieusement penser le libéralisme. Le libéralisme, c'est la vision du monde cohérente, régulièrement appliquée à la réalité, qui a vaincu, cette vision du monde a vaincu les autres visions du monde alternatives et concurrentes, et finalement c'est le projet qui se réalise. Le libéralisme, c'est l'idée de libérer, consiste dans l'idée de libérer de l'individu de tous les liens collectifs, de tous les liens à partir des liens religieux, et c'était le protestantisme qui a proposé l'idée de ce que le choix de la religion doit être absolument libre, donc il n'y a aucune dimension publique et collective dans les religions, tout est en quelque sorte, tout dépend de la volonté des individus d'organiser. L'Église, la tendance protestante ou de soudre, si elles ne veulent plus
en participer. Donc c'était l'idée de optional religion. Et c'était en même temps, implicitement, c'était la négation totale de la dimension collective, la déontologie de l'Église. Parce que l'Église protestante n'est pas l'Église au sens de corps mystique du Christ. Après, il suivait la dissolution peu à peu des nations quand l'appartenance à la nation était aussi jugée le résultat du choix individuel. Donc, être le citoyen de l'Allemagne et de la France, ça dépend seulement de la volonté de l'individu. Et finalement, l'idée de la destruction des États et de leur passage vers l'organisation de la société basée sur le principe de l'individualisme menée jusqu'à bout, avec la dissolution des États souverains, était appliquée à la réalité. Et c'est l'Union européenne qui est, proprement dit, cette entité purement individualiste et supranationale en même temps. L'idéologie des droits de l'homme veut élargir cette approche, appliquer cette approche à toute l'humanité. Donc, la question des émigrés légaux ou illégaux sera finie, parce que ils ne peuvent pas, selon cette théorie des droits de l'homme, exister les émigrés illégaux. Tous les émigrés ou non-émigrés sont les mêmes, sont les individus, et ils ont le même statut, ils sont citoyens de tout le monde, les citoyens de monde. Donc c'est l'idée du cosmopolitisme appliquée logiquement à la situation, et donc c'est ce qui se produit en Europe. Et cette transformation, ce passage-là de l'Europe qui consiste des nations et des États-nations vers l'Europe, qui est la partie de la société civile globale, c'est le projet déjà réalisé. Dans ce cas, la lutte pour politique du genre, la politique du genre est centrale, est devenue centrale précisément parce que, après avoir libéré l'individu de la nation, on passe pour genre. Parce que le jeu du genre, c'est en même, c'est l'autre étape, parce que quand on est libéré des nations, il ne reste que de sexe qu'on doit être libéré, et le sexe devient optionnel, devient la question du choix. Donc, c'est logiquement. Et après ça, il y aura la dissolution de l'humanité, le changement de l'humanité par les créatures post-humaines, ou la confusion, quelques mélanges de l'homme et des post-hommes, qui sera la dernière phase de l'application cohérente de la philosophie politique libérale.